Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Petit Châtelet, présentent Les enfants de la Samaritaine, de Jean Daillon, interprété par Laurent Charpentier. On frappa à sa porte. Était-ce celui qu'elle attendait? Intriguée, elle se leva du lit et alla ouvrir le Judas grillagé. Il tenait haut une lanterne. C'était lui. Rassurée, elle tira les 2 verrous. « Avez-vous l'acte ?»« Oui. » L'homme déposa la lanterne, fouilla dans sa poche, tira son couteau, attrapa la femme par sa robe et la frappa au ventre, au cou, partout, au hasard, plusieurs fois. Elle tenta de crier mais n'y parvint pas, le couteau ayant déjà atteint sa gorge. Le chien qui dormait sur le lit se précipita alors sur l'assassin, mais ce dernier le frappa si fort qu'il l'assomma. Mercredi 27 avril 1639. Depuis l'affaire du funeste testament, comme l'avait surnommé son ami Louis Fronsac, une enquête qui aurait plutôt dû s'appeler « La chute du commissaire corrompu », Gaston de Tilly, commissaire examinateur du quartier de la Grève, s'ennuyait, car ses journées se déroulaient dans une morne et répétitive langueur. Assistant du commissaire à poste fixe, Philippe de Boyer, qui avait remplacé le commissaire Tavernier, Gaston visitait chaque jour les marchés, auberges et hôtelleries entre les quais de Grève, la grande boucherie, la rue de la Verrerie et Saint-Gervais. Sur place, il veillait aux approvisionnements, à la qualité et au juste prix des marchandises et au respect des règles statuaires des corporations. À ces inspections s'ajoutait le contrôle des lieux malfamés, la recherche de libelles défendus et l'exécution des ordonnances, arrêts et règlements de la prévôté. Cette besogne routinière ne présentait guère d'intérêt pour M. de Tilly, qui se passionnait plus pour les enquêtes criminelles. Or, il n'en avait point eu à traiter depuis le funeste testament. Pourtant, violence et meurtres ne manquaient pas dans le quartier de la Grève. Mais il s'agissait surtout de rixes entre crocheteurs, portefaix ou gagne-deniers, ces hommes de peine qu'on nommait les garçons de la rivière, parce qu'ils travaillaient sur les quais. À ces désordres s'ajoutaient bien sûr les altercations entre piliers de cabaret pour tricherie, aux cartes ou aux dés, bien que ces jeux soient interdits, les disputes d'ivrognes et les bagarres pour possession de putrelles. Quand il se rendait sur les lieux pour enquêter ou rétablir l'ordre, Gaston ne voyait nul mystère et les coupables étaient vite découverts, saisis, pendus et étranglés, à moins que les juges ne les expédient aux galères après les avoir fait flétrir au fer rouge. Pire, les larrons eux-mêmes se faisaient rares. Le lieutenant civil, Isaac de Laffemas, à qui Richelieu avait demandé de rétablir l'ordre dans la capitale, avait pris toutes sortes de sévères ordonnances contre les soldats débandés, les voleurs, les filous, les vagabonds, les receleurs, les brelandiers, les gens sans aveu et les filles et femmes débauchées. Le moindre prétexte était bon pour que ces gens douteux soient arrêtés par les exempts, les sergents à verge du Châtelet ou les archers du Chevalier du Guet, et qu'ils soient ensuite jugés de façon expéditive. À ces poursuites incessantes s'ajoutaient de vastes rafles dans les quartiers malfamés qui pouvaient rassembler jusqu'à 400 archers. Pour ceux qui s'étaient fait prendre, les condamnations étaient lourdes. Flagellations, fer rouge, pilori et galères étaient les plus douces, car Laffemas préférait que l'on pende les malfaisants. Quant aux garces, une fois fustigées, elles étaient astreintes à traîner les tombereaux à bras, utilisés pour le nettoyage des rues. Certes, ces châtiments expéditifs n'avaient rien à voir avec la justice, et des magistrats scrupuleux s'en offusquaient. Mais le résultat était là. Les marauds se faisaient rares ou se montraient moins. Demeuraient cependant toujours quelques crimes crapuleux ou impulsifs commis par des gens de bien. Voici quelques mois, M. de Tilly avait confondu un Jacobin ayant tué sa maîtresse afin de lui voler ses bijoux, et quelques semaines plus tôt, il avait soupçonné un gentilhomme d'avoir battu à mort une fille d'auberge. Hélas, dans les 2 cas, son supérieur, au Châtelet on disait son ancien,
Philippe de Boyer, commissaire à poste fixe du quartier de la Grève, lui avait retiré ses enquêtes, prétextant vouloir investiguer lui-même. En vérité, après avoir appris que le Jacobin avait un frère évêque et le gentilhomme un père proche du roi, l'ancien avait préféré abandonner les poursuites. Ces décisions avaient rendu Gaston tellement furieux qu'il avait même envisagé de revendre sa charge. Il ne l'avait pas fait uniquement sous la pression de M. Fronsac père, qui lui avait expliqué qu'on ne pouvait pas toujours l'emporter sur la plotrerie, l'injustice et la corruption. Ayant accepté de demeurer à son poste, M. de Tilly avait décidé de se consacrer à l'éradication de la corruption, qui rongeait le fonctionnement de la prévôté de Paris. Dans cette entreprise, son supérieur ne pourrait plus lui mettre de bâton dans les roues, puisqu'Isaac de Laffemas avait juré de faire disparaître ces basses friponneries. Depuis quelques mois, il était justement confronté à cette turpitude, car plusieurs vols mystérieux ne pouvaient s'expliquer que par l'implication d'un ministre de justice véreux. Le mode opératoire était toujours le même. Après la mise sous scellé d'une maison pour succession, banqueroute ou autre raison, un voleur s'y introduisait en disposant d'une copie des clés. Or, seuls des gens du Châtelet avaient accès aux documents et aux clés des bâtiments sous scelle, avec la possibilité de faire une empreinte des clavelles. Cependant, cela signifiait des centaines de suspects, et il était impossible d'enquêter sur chacun d'eux sans se mettre à dos tout le monde. Assis devant sa table de travail, Gaston y songeait, tout en relisant et annotant un mémoire destiné à son commissaire, qui détaillait les visites faites au cours de la semaine écoulée et les procès-verbaux dressés à des boutiquiers, ne respectant pas les règlements royaux. Il posa sa plume et lissa sa moustache en aigrette, tout en se demandant s'il devait ajouter quelques mots au sujet de sa visite à Saint-Jean-en-Grève, après un appel du curé à la suite du pillage de Tron. Il s'agissait du 4e rapinage d'aumône depuis le début de l'année, et cette fois-ci, le sacristain avait vu s'enfuir un gamin. Ces enfants des rues étaient une véritable plaie à Paris. En raison de la misère régnant dans les campagnes, ils étaient de plus en plus nombreux à venir dans la capitale pour mendier et voler quand ils le pouvaient. Afin de survivre, les plus audacieux s'introduisaient dans les maisons dès qu'ils découvraient une lucarne ouverte. Là, ils rapinaient de l'orfèvrerie, les pièces de monnaie qu'ils dénichaient et les petits objets de valeur. Impossible ensuite de les retrouver. Et quand le guet les saisissait en flagrant délit, les coupables ne pouvaient recevoir que quelques coups de fouet compte tenu de leur jeune âge. Aussi recommençaient-ils, jusqu'au jour où, devenus adultes, ils finissaient branchés sur le lieu de leur dernier larronnage. Le cas le plus audacieux sur lequel Gaston avait enquêté portait sur le vol d'un marchand de grains près de Saint-Eustache. Ce dernier étant à l'église avec toute sa ménie, un gamin avait frappé à sa porte et expliqué à la seule servante présente dans la maison que son maître la faisait chercher. Pendant qu'il lui parlait, un complice s'était glissé dans le dos de la domestique, et au retour du bourgeois, les plus petites pièces de son argenterie avaient disparu. Que faisaient ces enfants du produit de leur vol ? À coup sûr, ils connaissaient un receleur, mais les enquêtes n'avaient rien donné, car les objets volés, flambeaux, gobelets, salières, tasses de vin, étaient difficilement identifiables. Un de ces petits bandits avait pourtant été pris, quelques mois auparavant, durant la nuit, au domicile d'un conseiller au Châtelet. La maison n'était alors occupée que par un valet, et celui-ci, ayant entendu des bruits, s'était levé et avait découvert 3 gamins qui détalaient comme des souris. Il en avait attrapé un, qui fut jugé dès le lendemain à l'audience criminelle. Monsieur de Tilly se trouvait parmi les magistrats. L'enfant de 12 ans avait assuré ne pas connaître ses complices et avait été condamné à recevoir 6 coups de verge, une punition qui avait fort marri le jeune commissaire, qui, à peine plus vieux que ce vaurien, s'était bien souvent introduit dans des endroits interdits, même si ce n'était pas pour voler. Gaston, qui n'avait pas pu interroger le galopin, l'instruction étant confiée à un conseiller du Châtelet, regrettait surtout de ne pas avoir appris de quelle manière lui et ses complices étaient entrés dans la maison. En effet, le jeune larron avait assuré que la porte était ouverte, ce qu'avait nié le propriétaire. Donc l'intrus disposait d'une clé, et quand bien même il aurait dit la vérité, comment savait-il que le magistrat serait absent et qu'il n'y aurait qu'un valet à l'intérieur ? Le commissaire était persuadé de se trouver une nouvelle fois devant une entreprise conduite par quelqu'un de bien informé. Les enfants voleurs n'étaient certainement que des instruments pour un ministre de justice corrompu. Pourquoi pas le même qui copiait les clés des maisons sous scellé ?
Finalement, après avoir longuement réfléchi, M. de Tilly décida de ne pas aborder dans son mémoire le vol des aumônes de Saint-Jean-en-Grève, puisqu'il ne pourrait identifier le voleur. On gratta à la porte. C'était Picot, un exempt de robe courte qui le secondait depuis quelques mois et qu'il appréciait pour son caractère bien trempé. La plupart des exempts étaient des sergents qui commandaient une compagnie d'archers de la prévôté ou du chevalier du guet. Beaucoup venaient de l'armée et cumulaient leurs charges avec celles d'huissier à cheval ou de sergent. Pierre Picot, ancien brigadier au régiment de Villeroy, avait gardé de son passé militaire une figure labourée de balafre et une audace peu commune chez les gens du Châtelet. Ses longs cheveux noirs tressés en cadenette, sa barbe en feuilles d'artichaut et ses moustaches mal taillées le faisaient d'ailleurs plus ressembler à un soudard qu'à un policier. Comme souvent, il était vêtu d'un buffletin matelassé, avec des culottes flottantes en toile épaisse, serrées aux genoux par un canon et chaussées de lazarines à revers. À sa taille pendait une longue épée de taille à la garde en coquille. « Monsieur le commissaire, » s'enquit-il avec une grande courtoisie, « j'espère ne pas vous déranger. »« Ma foi, non, je viens de terminer mon mémoire. Un valet de maître Chartier, le patron de l'hôtellerie à l'image de Sainte-Catherine, vient d'arriver pour déclarer que l'on a découvert une cliente assassinée dans sa chambre. » Gaston se dressa d'un bond. « Où se trouve ce valet ?»« Dans la galerie, monsieur. Voulez-vous que je l'appelle ?»« Inutile, j'y vais. Nous filerons ensuite à l'auberge sans tarder. » Il attrapa son feutre empanaché et son manteau déposé sur une chaise, puis le fourreau de son épée gisant sur un coffre et le glissa dans son baudrier. La galerie se situait en bas des marches de l'escalier en virée de la tour d'angle où Gaston de Tilly avait son cabinet. Debout, bien qu'il y eût des banquettes pour les solliciteurs et les personnes convoquées, car l'AFMA, le lieutenant criminel, et le procureur du roi recevaient dans les pièces communiquant avec ce passage, le valet attendait, chapeau respectueusement à la main. Gaston le connaissait vaguement, puisqu'il visitait régulièrement les hôtelleries de la rue de la Mortellerie, où se trouvait donc celle à l'image de Sainte-Catherine. « Tu t'appelles Perrault, non ?» s'enquit-il. « Oui, monsieur le commissaire. »« Raconte. Qui est cette femme ?»« Elle logeait à l'auberge depuis une semaine, monsieur. Une gentille dame, je crois qu'elle venait d'Amiens. C'est horrible. Que lui est-il arrivé ? Voici une heure, on a entendu son chien hurler. »« Elle avait un chien ? » ?»« Oui, monsieur. Mais jamais il n'emboyait, c'est un gentil chien. Maître Chartier est monté avec moi, il a ouvert la porte avec sa clé. La dame était par terre, couverte de sang, poignardée. Son chien hurlait près d'elle. Allons-y, tu raconteras la suite en route. Dans la salle basse du Châtelet, Gaston demanda à Picot de trouver l'un de ses meilleurs sergents à verge pour les accompagner. Lui-même sortit pour gagner la grande cour où attendaient plusieurs petits carrosses noirs à 2 places, utilisés par les commissaires dans leurs déplacements. Des véhicules sales et inconfortables, mais qui évitaient d'être crottés par la boue des rues. Avisant l'un des cochers, il lui annonça qu'il devait le conduire à l'auberge Sainte-Catherine, rue de la Mortellerie, puis il se rendit à la basse geôle, dont l'entrée était située à gauche de l'escalier principal du Châtelet. C'est là qu'on conservait les cadavres que les chirurgiens ou les médecins jurés du Châtelet venaient examiner. Ces maîtres, tout comme les sages-femmes jurées, prêtaient serment en entrant dans leur charge, où ils avaient été nommés par le Parlement ou la grande prévôté. Depuis Saint-Louis, les places de chirurgiens au Châtelet, il y en avait 2, ne pouvaient être remplies que par des diplômés du collège de Saint-Côme. Ils devaient en outre avoir une solide expérience des décès par étouffement, empoisonnement, émorcelage ou autre forme de mort par violence, et être capables d'écrire en latin rapport et constatation. Gaston savait qu'avec un peu de chance, il trouverait dans la basse geôle l'un des chirurgiens en train d'examiner un cadavre. Il lui demanderait alors de l'accompagner à l'auberge, où l'homme de l'art lui fournirait des éclaircissements sur l'heure du crime et les causes de la mort, des informations qu'il jugeait indispensables pour retrouver les meurtriers. Il pénétra dans le greffe, petite pièce aux murs nus, humides et moussus de salpêtre, et découvrit avec satisfaction maître Guillaume Laforge, chirurgien juré de robe longue, qu'il appréciait fort et dont le seul défaut d'orgueil était de se faire passer pour un médecin. C'était un individu de grande taille, à la bouche énorme, avec de grosses lèvres souvent ironiques.
En soutane noire, il bavardait avec un greffier et un huissier à verge arborant une belle barbe carrée à la ligue et revêtu de l'habit d'ordonnance bleu marqué des fleurs de lys de sa charge sur l'épaule. « Maître Laforge, j'ai besoin de vous », annonça Gaston de but en blanc. « Je n'ai personne à ouvrir en ce moment, donc je suis disponible », répondit le chirurgien en assortissant son propos d'un rire tonitruant. « Avez-vous un cadavre à me montrer ?»« Celui d'une femme qu'on vient de découvrir à l'auberge Sainte-Catherine, rue de la Mortellerie. J'ai une voiture. Partons tout de suite. » Puis, une idée lui venant, il s'adressa à l'huissier qui s'était écarté d'eux, se désintéressant de leur discussion. « Monsieur Laurin, vous allez nous accompagner. J'ignore encore de quoi est morte cette dame, mais vous ferez ainsi, dans les règles, un inventaire de ses possessions. Vous savez que monsieur de Boyer y tient, car les rapines des gens d'auberge sont courantes. » « Votre huissier habituel est Blanchard, monsieur le commissaire, » objecta le nommé Laurin, assortissant sa remarque d'une moue contrariée. « Je n'ai pas le temps de le chercher, et vous êtes là. Comme vous n'aurez pas de place dans mon carrosse, demandez une monture à l'écurie, et retrouvez-nous à l'hôtellerie. »« Mais je peux être appelé à tout moment par le commissaire avec qui je travaille, monsieur, » insista Laurin, à l'évidence désireux de ne pas quitter le Grand Châtelet. « De plus, je n'ai pas pris ma verge ce matin, car je devais seulement rencontrer mon commissaire. » La verge de l'huissier, comme celle des sergents ou des commissaires, personnifiait l'autorité. Celle des premiers était un bâton d'azur semé de fleurs de lys d'or, tandis que celle des seconds se présentait comme une baguette ronde, en ébène, parfois en métal, longue d'1 pied à 1 pied et demi, garnie de cuivre ou d'ivoire. Le justiciable, touché à la poitrine avec ce bâton tenu par un officier de justice, lui devait immédiatement obéissance et soumission. En vérité, Gaston devinait les raisons des réticences de son interlocuteur. Les huissiers, comme d'ailleurs les commissaires, se rémunéraient en partie en apposant des scellés ou en faisant des inventaires chez les débiteurs, opérations qu'ils facturaient aux créanciers, et pour lesquelles ils portaient un anneau d'argent au pouce gauche, lequel servait à sceller les relations de leurs exploits. Aussi, chaque fois qu'ils le pouvaient, ces ministres de justice évitaient de pratiquer de simples opérations de police qui ne leur rapportaient rien. Une cupidité qui gangrénait les opérations judiciaires. D'ailleurs, si Laurin avait oublié sa verge, son anneau de sel ornait bien son doigt, preuve qu'il était disponible pour mettre des scellés. Cependant, les objections de l'huissier ne pouvaient avoir aucun effet sur monsieur de Tilly, qui, comme les sangliers, dont il partageait le caractère, la trogne et le poil dru et roux, avait pour habitude de foncer droit devant, en passant outre aux objections. De plus, il n'aimait guère Laurin, homme rapace, plein de cautèle, beau parleur, mais maniant toujours l'esquive en cas de danger. « Monsieur Laurin, le règlement de police des huissiers les oblige à accompagner les commissaires dans les fonctions de police, » fit-il d'un ton sec, vaguement menaçant. « Ceux qui refusent leur devoir sont mis à l'amende, peuvent être interdits dans leur charge et risquent la prison. L'ignoreriez-vous ? » « Non, monsieur, » répondit Laurin en baissant les yeux. « Je vous attends donc à l'auberge Sainte-Catherine, » trancha Gaston. « N'oubliez pas votre écritoire. Maître Laforge, allons-y. » Ils sortirent. S'il s'était retourné, le jeune commissaire aurait été pris de colère en remarquant le regard haineux que lui lançait l'huissier. Dans la cour, l'exempt Pierre Picot l'attendait en compagnie du valet de l'auberge et d'un sergent à verge en casaque bleue semé de fleurs de lys et barré du baudrier étoilé. Ce dernier, Olivier Pitard, c'était son nom, avait payé sa charge quelque 800 livres, tout en restant boutiquier, comme nombre d'autres sergents qui exerçaient ainsi 2 métiers. Quand il était en service au Châtelet, sa femme tenait leur échoppe près des fossés de la rue Montmartre, où le couple vendait colifichets, fausses perles, peignes et brosses, ustensiles de cuisine et élixirs variés. Gros bide, tignasse hirsute et sourire désinvolte, Pitard était un homme plus fin qu'il n'y paraissait, et Gaston appréciait à la fois son caractère débonnaire et son esprit subtil et observateur, même si le sergent se montrait un peu trop roublard à son gré. « Nous serons serrés à l'intérieur, monsieur », remarqua Picot en désignant la voiture. « Nous sommes montés plus nombreux dans ces carrosses. Mettez-vous avec le cocher, et monsieur Pitard restera debout sur l'essieu arrière. Perrault, venez avec nous. » Il fit signe au chirurgien de passer en premier. À 3 sur la banquette intérieure,
il ne pouvait guère bouger, d'autant que le chirurgien était corpulent. Mais être serré n'empêche pas de bavarder. « Comment s'appelait cette dame, Perrault ?» demanda Gaston, tandis que la voiture se mettait en branle. « Emmeline Blangy, monsieur le commissaire. »« Avant tout, dites-moi de quoi elle est morte, » s'enquit le chirurgien. « C'est juste, je ne vous en ai pas parlé, » reconnut Gaston. « Des coups de couteau, c'est cela ?»« Oui, monsieur, très nombreux, » répondit le valet. « Elle avait partout des plaies sanglantes. »« Le sang coulait-il encore ?»« Non, maître, il était sec. Elle avait certainement été tuée depuis quelques heures. » « Pourquoi séjournait-elle à l'auberge ?»« Elle venait pour l'appel d'un procès qu'elle avait gagné à Amiens contre son frère, je crois. Enfin, quelqu'un de sa famille. Une affaire d'héritage qui devait être plaidée au palais cette semaine. J'ai entendu dire à la cuisine que son père était drapier. » « Était-elle seule ?»« Oui, monsieur le commissaire. Elle était arrivée avec le coche d'Amiens qui laisse ses passagers rue de la Tixeranderie et le cocher lui avait conseillé de venir chez nous. Elle s'est fait conduire en chaise avec son chien et ses bagages. Tous les matins, elle se rendait au palais. » « Quel âge avait-elle ?»« La trentaine. »« Fréquentait-elle des hommes ?» demanda encore Gaston. « Je n'en ai pas vu. Elle se faisait porter son souper dans sa chambre. » Le carrosse était sorti du passage sous le Châtelet et avait tourné à droite dans la rue de la Triperie pour prendre la rue du Pied-de-Bœuf, puis la rue de la Tuerie, toutes des voies infectes, peuplées de rats et de chiens errants, et jonchées de débris de tueries sanguinolents, de carcasses d'animaux et de boyaux puants. Le véhicule s'engagea difficilement dans la rue de la Vieille Lanterne, une voie étroite et encombrée, car comme partout dans Paris, et malgré les règlements de police et l'arrêt du Conseil du 15 janvier 1638, les étalages, escophages et auvents des échoppes réduisaient la largeur du passage, sans compter les perches sur lesquelles étaient pendus friperies, vieux chapeaux et oripeaux destinés à la vente. À côté du conducteur, l'exempt vociférait pour qu'on dégage la voie, promettant toutes sortes de sanctions aux marchands qui n'obtempéraient pas assez vite, et ordonnant aux piétons, aux conducteurs d'ânes et de mules, aux pousseurs de brouettes et autres colporteurs de s'écarter au plus vite. « Quelqu'un a-t-il vu l'assassin ?» demanda Gaston après un moment de mutisme, durant lequel il regardait à l'extérieur. « Je suis parti dès qu'on a trouvé le corps, mais pour ma part, je n'ai jamais vu Madame Blangy avec un inconnu. » Le carrosse traversait maintenant la place de Grève, moins encombré que d'habitude par les mariniers et les garçons de la rivière. « Hier soir, a-t-elle soupé dans sa chambre ?»« Oui, monsieur le commissaire. »« Donc, quelqu'un est venu après. On a dû remarquer un visiteur. La salle basse dégorgée de monde. Il y a beaucoup d'allées et venues avec les étages et la galerie où se trouvent les chambres. C'est pour ça qu'on demande aux clients de toujours pousser le verrou de leur porte. »« Elle a pourtant ouvert. Quelqu'un qu'elle connaissait, sans doute, » intervint le médecin. Gaston n'ajouta rien, et le silence s'installa tandis que le carrosse pénétrait dans la rue de la Mortellerie. À partir d'ici, les auberges se succédaient, certaines fréquentées par les mariniers, d'autres par des plaideurs qui pouvaient facilement se rendre au palais, soit en barque, soit en franchissant la rivière par le pont Notre-Dame. Ils passèrent devant l'enseigne des Canettes, puis du Chaperon, et enfin celle de la Pie. « On fait des travaux à l'hôtellerie du Cerf et du Mont », observa le chirurgien en désignant un échafaudage en bois. « L'auberge a dû fermer quand son patron a été condamné à 300 livres d'amende pour blasphème par le Parlement », lui glissa Gaston qui connaissait l'histoire de l'établissement, les commissaires devant contrôler l'observation des lois ecclésiastiques et livrer au procureur du Châtelet les responsables d'impiété. Il a dû vendre l'établissement qui ouvrira mis à neuf sous le nom de la Tête Noire. Le médecin éclata de rire. Le Cerf et le Mont n'étaient qu'un cabaret avec quelques chambres, plus souvent utilisé par des garces que par des voyageurs, ce qui avait déjà mis l'établissement sous la surveillance de la police. Car si ces tavernes pouvaient loger des étrangers de passage, elles n'avaient pas le droit d'héberger des habitants de Paris. Cependant, la condamnation du cabaretier était venue du nom de sa gargote. Les habitués aimaient à dire qu'ils ne péchaient pas quand ils le fréquentaient, soit pour se saouler, soit pour forniquer, puisqu'ils allaient au Cerf-Mont, médiocre jeu de mots autour du cerf et du mont.
La voiture tourna alors pour franchir une vaste porte cochère cintrée, au-dessus de laquelle se balançait une enseigne fort abîmée, représentant Sainte Catherine, couronnée, tenant une plume et un livre. Le véhicule s'arrêta dans la cour. Gaston descendit ainsi que ses compagnons. Il leva les yeux vers la galerie de bois en encorbellement, couverte d'ardoises, qui donnait accès à quelques-unes des chambres de l'hôtellerie. On y accédait directement par un escalier extérieur ou depuis la salle. Madame Blangy occupait-elle une de ces pièces ? Oui, monsieur le commissaire, la première. Donc l'assassin n'a pas eu à passer par la salle basse. C'est juste, monsieur le commissaire. C'était la seule chambre libre quand elle est arrivée, et elle devait en changer aujourd'hui pour une plus agréable à l'intérieur. La pauvre dame n'en aura pas eu l'occasion. Ils entrèrent dans la salle basse de l'établissement afin de demander au cabaretier de venir leur ouvrir le logis de la morte. L'endroit était garni de plusieurs longues tables en chêne et de bancs, ainsi que d'un haut buffet chargé de vaisselle. Peu de monde, sinon un groupe de jeunes matamores qui jouaient bruyamment au lance-quenet. Moustaches en croc, pour ceux qui avaient déjà du poil, feutres empanachés de couleur criarde, pourpoint de taffetas busqué avec double rang de dentelle au col, rapière espagnole au flanc, ils se tournèrent vers les nouveaux venus, d'abord avec curiosité, puis pour certains avec raillerie, quand ils découvrirent un rouquin ridicule avec la moustache en bataille, le chirurgien en robe noire et l'exempt aux cheveux tressés en cadenette. L'un d'eux cria « Des carabins à plumer !» Gaston s'approcha de celui-là avec un air mauvais. « Qui es-tu ? Le pourfondeur de Nassau. »« C'est à moi que vous parlez ?» gronda l'homme en se levant, main agressivement posée sur la poignée de sa rapière. « À toi, mauvais singe !» répliqua Tilly. « Tch de Dieu !» aboya le bravache, qui n'avait pas remarqué la lueur autoritaire et menaçante dans les yeux de son interlocuteur. Il s'apprêtait à tirer sa flamberge et ne l'avait fait qu'à moitié, quand Gaston le souffleta avec une telle violence qu'il le fit chuter. Immédiatement, ses compères se dressèrent. « Je fais rouer qui dégaine !» menaça M. de Tilly. L'aubergiste arriva soudain, se frottant les mains de désespoir. « Excusez-les, monsieur le commissaire, ils ne vous connaissent pas, » dit-il. Au mot de commissaire, les faquins baissèrent craintivement les yeux et le giflet se releva penaud. « Monsieur Pitard, vous prendrez les noms de ces cuistres. Qu'ils vous disent ce qu'ils ont fait depuis hier. Messieurs les Godelureaux, pour votre gouverne, sachez qu'un crime a eu lieu ici. J'espère, pour votre salut, que vous n'êtes pas les assassins, sinon Maître Guillaume aura plaisir à s'occuper de vous. En attendant que je prenne une décision, vous avez interdiction de sortir. De plus, conformément à la déclaration royale du 30 mai 1611, je vous taxe de 100 livres d'amende pour avoir joué aux cartes. Et estimez-vous heureux que je ne vous fasse pas flageller. » Il se tut, car il vit le sergent se raidir brusquement et plisser le front, regard figé sur la porte. Il devina que quelqu'un venait d'entrer et se retourna. C'était l'huissier. Tilly et ses compagnons gagnèrent la galerie extérieure par un grand escalier à balustres qui desservait également les chambres d'étage. Gaston observa que chaque porte disposait d'un judas grillagé. La femme assassinée avait donc eu la possibilité de vérifier qui venait la voir, sauf s'il faisait nuit. Mais alors aurait-elle fait entrer un inconnu ? Maître Chartier ouvrit la porte, et les effluves âcres de la mort les saisirent. Ils entrèrent. C'était une grande chambre garnie d'un large lit aux blanches courtines, d'un buffet, d'un coffre et d'une petite table avec 2 escabelles. Cependant, ce ne fut pas l'ameublement qui attira l'attention des gens du Châtelet, mais le corps sanglant étendu sur le carrelage, au pied du lit. Il s'agissait d'une femme, en robe de brocart cramoisi avec un décolleté carré et des manches bouillonnées en lanière. De nombreuses plaies au ventre et à la poitrine, par où la chair apparaissait, révélaient la sauvagerie du crime. Elle avait un beau visage, bien que ses yeux soient hagards, songea tristement Gaston, avec un teint naturel non façonné au blanc d'Espagne, hélas tacheté de gouttes de sang. Chacun s'immobilisa pour se recueillir. Le sergent et l'exempt se signèrent, puis Maître Laforge, ayant déposé son écritoire sur le lit, s'approcha du cadavre et s'accroupit. Il souleva difficilement la tête. « La trentaine, commenta-t-il. L'un des coups de lame a tranché la carotide.
L'assassin a frappé au hasard, avec une singulière férocité. Quand est-elle morte, sans Kitty? Le chirurgien tenta de bouger un bras. La rigidité est complète, je dirais hier soir ou dans la nuit. Elle n'aurait pas ouvert sa porte durant la nuit, observa Gaston. Sans doute. A-t-elle été abusée? Je vais vérifier. Il releva la robe brodée de soie noire, puis la friponne, une jupe de taffetas brodée, la secrète, et enfin le jupon orné de dentelle. Je ne crois pas. Calisson, jarretière du haut de chausse et bas sont en place. Soudain retentit un sourd grognement. Tout le monde se retourna. Devant la porte se tenait un chien, gueule ouverte, qui produisait une sorte d'inquiétant feulement en montrant les crocs. Il s'agissait d'un jeune braque à la robe grise souillée de sang et marquée de meurtrissures et d'hématomes sur tout le corps. L'animal allait-il se précipiter sur les intrus? Il y semblait prêt. Mais heureusement cela n'arriva pas, car l'aubergiste le retint par son collier. « Tu calmes, Toby, ce sont des amis. » La voix parut tempérer le braque, qui poursuivit son grondement un ton plus bas. « C'est le chien de la dame, monsieur le commissaire. Je l'avais laissé dans la cuisine et il a dû vous entendre monter. Il m'a échappé, j'en suis désolé, je vais le ramener, » s'excusa maître Chartier. Il s'efforça de faire sortir l'animal, qui se mit à geindre en tirant sur sa laisse. « Cette bête a été rouée de coups, » observa Gaston qui s'était avancé. « Oui, monsieur le commissaire, il a été laissé pour mort, certainement par l'assassin. Pourtant, ce sont ses aboiements qui ont attiré l'attention des servantes ce matin. » L'exempt s'approcha à son tour, restant cependant à distance du chien qui lui montra les dents. « Ce serait le meurtrier qui l'aurait mis dans cet état ?» demanda-t-il d'un ton dubitatif. « Qui d'autre l'aurait ainsi battu à mort ?» répliqua l'aubergiste. « Sûrement pas sa maîtresse, qu'il aimait beaucoup. »« Mais pourquoi l'assassin ne l'a-t-il pas tué avec son couteau ?» demanda Picot. Comme personne n'avait la réponse, l'aubergiste s'en alla avec l'animal et Gaston retourna jusqu'au corps. Quelque chose n'allait pas, observa-t-il, sans parvenir à mettre le doigt dessus. Il fut distrait par son exempt qui avait ouvert le coffre de voyage de la victime, la clé étant sur la serrure, et le fouillait. Le sergent à verge, lui, examinait ce qui se trouvait sur la table, une bassine, une cruche, du linge et une pile d'actes et de mémoires attachés par des rubans et des ficelles. Quant à l'huissier, il avait reculé dans un coin quand le chien était arrivé, et il demeurait là sans bouger, toujours aussi mécontent d'avoir été contraint de venir et se jugeant inutile. « Elle n'a pas été violée », assura le médecin qui venait de terminer une inspection plus intime. « Voulez-vous que je la fasse porter à la morgue, ou je l'ouvrirai ?»« Qu'apprendra-t-on de plus ?»« Rien, mais certains commissaires le demandent. Je préfère qu'elle demeure ainsi. Sergent Pitard, allez voir l'hôtelier, qu'il fasse venir des servantes afin qu'elles préparent le corps pour les obsèques, et qu'il envoie quelqu'un au sacristain de Saint-Gervais pour que des religieux viennent le chercher. Maître, pouvez-vous me préparer un mémoire avec le détail des blessures et l'état du corps ? » ?»« Évidemment, » répondit le chirurgien en prenant son écritoire. « Vous devriez regarder ces papiers, monsieur, » suggéra le sergent en montrant la pile de documents. « Je vais le faire. As-tu déniché un testament ? » ?»« Rien de tel, monsieur le commissaire. Peut-être va-t-on le découvrir, sinon il faudra s'adresser à son notaire. »« Monsieur Laurin, commencez à faire l'inventaire de ce qui se trouve ici, » ordonna Gaston à l'huissier. « Monsieur Picot va vous énumérer les objets sortis du coffre. Je donnerai cet inventaire à mon ami Louis Fronsac, qui écrira au notaire de la dame. Voyons un peu ce qu'il y a dans ces papiers, » poursuivit-il en s'approchant de la table. Le sergent s'en alla et Gaston prit un premier paquet. Il s'agissait d'actes du bailliage d'Amiens qu'il parcourut. Assez vite, il appréhenda l'affaire qui avait conduit la morte à Paris. Emmeline Blangy avait pour père un nommé Raoul Blangy, drapier, remarié avec une Marguerite Berry, laquelle avait un fils, Jean, d'une première noce. Au décès du drapier, la plupart de ses biens étaient allés à Marguerite, laquelle était à son tour décédée. Le fils Jean avait logiquement demandé l'héritage de sa mère, mais Emmeline avait fait état d'une lettre de son père exigeant qu'à la mort de sa veuve, ses biens reviennent à sa fille. Les magistrats du bailliage d'Amiens avaient donné raison à mademoiselle Blangy, car la lettre était authentique.
Le fils avait alors fait appel de la décision devant la grande chambre du Parlement de Paris, qui statuait sur les jugements des bailliages, sénéchaussés et présidiaux. Gaston s'intéressa un moment aux biens du drapier, ou plus exactement à ceux de la veuve, tels qu'ils ressortaient d'un inventaire notarial. Il s'agissait de 2 maisons, l'une à Amiens, avec 6 chambres, 2 antichambres, cuisine, cave, grenier, salle basse et boutique au rez-de-chaussée, et une seconde dans un village, avec étang, four et moulin. L'ensemble était estimé à 210 000 livres. À cela s'ajoutait une vaisselle en argent pesant 60 marcs, une vaisselle en étain composée de 12 grands plats, 18 plats moyens, 6 petits plats, 60 assiettes, un bassin, une cuillère et plusieurs salières en vermeil. Enfin, il y avait un coffret contenant 2000 écus d'or et 3000 pistoles. Mazette, la fille était richissime, songea Gaston. « Monsieur le commissaire, pouvez-vous venir un instant ?» demanda maître Laforge. Tilly abandonna sa lecture et s'en vint près du corps. Le chirurgien était agenouillé devant. « Regardez ici », proposa l'homme de l'art qui avait découpé la chemisette et tranché le haut de la robe de la victime. Des doigts, il écartait une plaie en haut de la gorge. Gaston s'accroupit et vit le fer qui dépassait. Il s'agit du dernier coup. Il a été porté avec une telle violence que la lame a heurté une vertèbre et s'est coincée. En s'efforçant de la reprendre, l'assassin l'a brisée, expliqua maître Laforge. « Pouvez-vous la retirer ?»« Bien sûr, j'ai une pince dans mon matériel. » Le chirurgien sortit l'outil de sa sacoche, serra la lame et tira avec force. Le fer sortit et maître Laforge le tendit à Gaston. La lame était courte, environ 5 pouces. L'extrémité cassée présentait un trou, fendu. « Un couteau à clous à la capucine », constata Tilly qui connaissait ce genre d'outil. C'était un instrument fort commun, dont le fer pivotait autour d'un clou, ce qui permettait de le replier dans le manche en bois. Un second clou servait de taquet d'arrêt à la lame lors de son ouverture. À l'origine, ce couteau était utilisé par les moines capucins pour tailler les parchemins lors de leur travail de copiste. Presque tout le monde en possédait. Il servait à trancher sa viande à table, à toutes sortes de travaux, et bien sûr, toujours à couper du papier. Cependant, ce n'était pas une arme de truand, lesquels préféraient dagues ou coutelas de chasse. L'assassin avait certainement utilisé ce qu'il avait sur lui, et frappant comme un forcené, il avait brisé le clou. Gaston examina un moment le fer, mais n'y vit aucune gravure qui aurait pu lui donner des indications. Aussi le glissa-t-il dans le gousset de son pourpoint. Il revint à la table pour terminer l'examen des documents. Les autres papiers étaient les mémoires d'un avocat et d'un procureur de la Chambre des requêtes, qui assuraient tous les deux avoir eu l'assurance du conseiller rapporteur chargé d'examiner les pièces présentées, que la demande de la partie adverse serait rejetée, et la sentence des juges d'Amiens confirmée. En outre, le défendeur serait condamné à l'amende et aux frais. Gaston connaissait bien les procédures d'appel devant la grande chambre. Dans les cas simples, le conseiller chargé de l'instruction rencontrait avocat et procureur et se faisait une opinion. S'il ne demandait pas d'enquête complémentaire, le jugement était rapide après les plaidoiries des avocats. Mais bien souvent, l'intérêt d'une des parties était de faire durer le procès aussi longtemps que possible, dans l'espérance que l'adversaire abandonne, ruiné ou mort. Pour ce faire, elle multipliait les incidents de procédure et les voies de recours, allant jusqu'à récuser les juges ou à les déclarer incompétents. Un autre moyen pour retarder le jugement d'une affaire était de ne pas se présenter devant la cour, ni d'y être représenté. Mais dans ce procès, les deux parties avaient hâte d'entrer en possession de l'héritage, et n'avaient pas cherché à repousser le procès, ce qui n'avait pas fait les affaires des hommes de loi. Suivaient d'ailleurs des mémoires d'État à payer pour l'avocat et le procureur, avec une énumération fastidieuse, pour le conseil, pour le mémoire, pour l'assignation, pour la copie, pour le carençu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.